Plus loin, nous avons un chapitre qui s'intitule Léopold II et les négociants anversois, qui explique l'influence des négociants anversois. Mais il y a un passage dedans qui est vraiment anecdotique, qui nous explique que Léopold II, lors de son aventure congolaise, n'avait pas assez d'argent pour la commencer. Et vu que c'était interdit par la loi qu'il demande des prêts à des personnes morales, enfin des personnes physiques, tout simplement, voilà, c'était interdit qu'il demande de l'argent à prêter à son nom à d'autres personnes, eh bien, lui, il le savait, hein, et l'État ne voulait pas lui prêter de l'argent pour qu'il aille au Congo. Qu'est-ce qu'il a fait? L'auteur nous explique qu'il a demandé à un particulier, à un riche, très très riche, de lui prêter une certaine somme, en échange de laquelle il lui avait garanti un territoire de la taille de la France au Congo s'il ne savait pas rembourser. Et lorsque le Parlement a appris ça, ils lui ont dit non, 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 mais Léopold, tu peux pas faire ça. Donc nous, l'État, on va te prêter l'argent, alors comme ça tu restes dans la légalité. Et il s'avère qu'ensuite, le Parlement a remarqué que c'était faux. L'homme n'avait jamais prêté d'argent à Léopold II. En fait, Léopold II a arnaqué son propre pays pour pouvoir aller au Congo. Donc c'est vraiment drôle et ça représente vraiment à quel point la couronne belge, depuis la nuit des temps, on n'a rien à faire de la Belgique et des Belges. Mais déjà, ils sont allemands, hein, donc voilà. Oui, ensuite on repart sur la mondialisation parce qu'il nous explique que Léopold II voulait en effet avoir une plus grande emprise sur les chemins de fer chinois parce que c'était les Chinois qui faisaient les chemins de fer au Congo, malgré que la Belgique était à la tête d'un empire industriel. Et l'auteur nous explique aussi que Léopold II avait essayé de coloniser le Soudan. Il a testé, et bon, les Britanniques lui ont dit « Non, 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 Léopold, petit frère, ça c'est à nous, ça ». Ensuite, l'auteur nous parle de la famille Bunge, qui est omniprésente dans le monde de l'agrobusiness, en Argentine, à la bourse des céréales qui se trouve à Chicago. Il gère des tonnes de contrats. Il est représenté dans 60 pays environ. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on parle des années 1900. Hein. En 1932, le gars, il employait quelques 20 000 personnes rien qu'en Argentine. Voilà, il faisait partie du plus grand, du plus puissant conglomérat du pays qui comprend environ 40 entreprises. Surtout dans l'agriculture, donc voilà. Le groupe produit 40% de la peinture argentine, 33% des boîtes de conserve et 20% du textile. Donc, quand je vous dis que l'ouvrage est très détaillé, c'est pas des blagues, c'est vraiment à ce point-là. Selon une source argentine, il serait propriétaire d'environ 550 000 hectares des meilleures terres. Donc voilà. Ensuite, on lit que son groupe s'est associé à Bayer pour la production de produits chimiques. Et il nous explique que son groupe était appelé la pieuvre, parce que ses tentacules s'étendaient très loin. Donc ici, on voit que les entreprises belges, les sociétés de l'époque, déjà avaient des ramifications internationales, même s'il y aura un chapitre qui est dédié, mais ici on voit que voilà, ils ont des terres en Argentine, qu'ils contrôlent quasiment l'agriculture argentine, donc argentine, je ne sais pas comment on dit. Donc c'est très conséquent. Moi, avant de lire ce livre, je n'imaginais pas la Belgique en termes de société, d'entreprise, avoir autant de puissance dans le monde des affaires. Ensuite, j'ai passé énormément de chapitres car il détaille vraiment minutieusement les liens entre familles, diverses entreprises. Il y a carrément les arbres généalogiques de certaines familles comme de la famille Solvay. Je vous mettrai des photos au montage pour ceux que ça intéresse. Mais ici, je m'arrête sur le cas de Léon Bescartes. L'auteur ne parle jamais de l'aspect religieux, même s'il nomme la franc-maçonnerie. Il ne rentre pas trop dans les détails. Pour lui, ça n'importe pas, puisque pour lui, ce n'est pas... pour lui, c'est quelque chose de naturel. Je veux dire, l'état du capitalisme à l'époque, hein, donc que ce soit entre les mains de quelques grandes familles, pour lui, c'était juste naturel.
ça découlait simplement, on va dire, comme du darwinisme social, on va dire. Mais pourtant, il nous parle d'industriels flamands qui, eux, pour leur part, se sont faits tout seuls. Donc je vais vous raconter l'histoire de Bekaert. Bekaert, petit poisson deviendra grand. La firme Bekaert fut fondée il y a un peu plus de 100 ans, en 1880, pour être précis, à Zwevegem, une tranquille commune rurale. À l'ombre de la tour de l'église habitait le sacristain et organiste local, Léon Lander Bekaert, 1855-1936, qui exploitait avec sa sœur un petit magasin de quincaillerie et d'objets religieux. Bekaert eut l'idée de fabriquer du fil de fer barbelé selon un procédé qu'il avait mis au point. Cela lui éviterait de devoir dépenser son argent pour payer des droits d'importation sur le fil de fer barbelé importé des États-Unis. C'est ainsi que débuta une entreprise qui est aujourd'hui l'un des plus grands producteurs de fil de fer au monde et qui emploie plus de 13 000 personnes, sans parler des sociétés dans lesquelles Bekaert participe pour 20 à 50% et qui emploient ensemble plus de 11 000 travailleurs. En 1880, Bekaert n'avait qu'une dizaine d'ouvriers, qui avaient besoin de 12 heures pour fabriquer 600 à 700 mètres de fil barbelé. Depuis lors, Bekaert a fabriqué une longueur de fil suffisante pour couvrir 200 fois la distance de la Terre au Soleil, aller-retour. Le groupe compte 52 usines dans 14 pays et produit 600 millions de kilomètres de fil de fer par an. Quelle est la clé du succès ? C'est une question difficile. Une bonne gestion et une structure financière saine et prudente, affirme Antoine Bekaert. Donc je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être long, mais il nous explique qu'il investissait la majorité de ses bénéfices dans l'entreprise, que la technologie était une grande partie de la clé du succès, mais Bekaert n'oublie pas non plus son personnel dévoué. Pendant longtemps, la grève a été un phénomène très rare à Zwevegem. Ce n'est qu'au cours de ces dernières années que sont apparues les tensions sociales. À l'occasion du 80e anniversaire de la fondation de l'entreprise, le porte-parole de la délégation des travailleurs au conseil d'entreprise déclara « Nous sommes profondément reconnaissants envers tous ceux qui ont assuré la haute direction de cette entreprise. Nous leur sommes reconnaissants pour nanana. » Bref, il leur fait des éloges. Et à l'époque, dans les années 50-60, c'était pas monnaie courante qu'un patron reçoive des éloges. Donc voilà, le patron du syndicat de la CSC appela Bekaert un grand homme et un homme humain. Et ensuite, plus loin, l'auteur nous apprend que Bekaert était un catholique. Et donc, il nous explique aussi qu'il mettait ses principes chrétiens au centre de l'entreprise. Et selon lui, les travailleurs et les employeurs n'étaient pas irrémédiablement opposés. Ils avaient des intérêts communs à défendre. Donc lui avait une mentalité tout à fait autre. Et plus loin, l'auteur nous parle d'un autre homme d'affaires flamand, qui lui s'appelle Gevaert, qui s'est fait aussi tout seul, qui est parti de rien. Lui, il a fait une entreprise de développement de photographie. Donc il a trouvé une technique, comme l'autre flamand, il a trouvé une technique qui était beaucoup plus rentable. Et il a lancé sa boîte comme ça. Et le gars, il a fait concurrence aux Japonais, qui étaient leaders dans le secteur. Et lui, carrément, il était contre le fait d'avoir plusieurs mandats. Je vais vous lire le passage, ça va être plus simple. Hein. Donc, je vais quand même vous lire le début de son histoire parce qu'elle est magnifique. Donc, Lieven Gevaert naquit à Anvers en 1868, d'une famille réellement modeste. Il était enfant unique. Son père exerçait le métier de doreur. Lieven l'a à peine connu, car le garçonnet n'avait que 3 ans lorsque son père mourut. Il n'était donc pas question pour lui de faire de longues études. À l'âge de 19 ans, il partit à Bruges pour y travailler comme opérateur-retoucheur. Après quelques temps, il revint à Anvers et y ouvrit un atelier de photographie. Il avait alors 22 ans. C'était en 1890. Lieven était un jeune homme créatif et il inventa bientôt un nouveau procédé pour produire le papier sensible à la lumière. Il manqua bientôt de bras pour faire marcher son affaire. Grâce à une annonce dans la Gazette van Antwerpen,
qui était alors à sa première année de parution, un premier collaborateur entra à son service. Il avait 16 ans et s'appelait Henry Kuipers. Il alla faire une belle carrière chez Gewart, directeur des services techniques et administrateur de la firme. L'affaire marchait bien et Gewart cherchait à plusieurs reprises un plus grand local, mais le capital nécessaire faisait défaut. La main secourable n'était heureusement pas loin. Lieven Gewart était lié d'amitié avec l'avocat Adolf Powels. Tous deux étaient membres de la Vlaamse Wacht. Grâce à Powels, Gewart entra en contact avec Armand Segers. L'apport financier de Armand Segers était de quelques amis avait une importance vitale pour Gewart. Cet Armand Segers était un homme fortuné issu de la haute bourgeoisie anversoise. Son épouse appartenait à l'une des plus éminentes familles de la ville portuaire, Meus. Notez bien l'accent qui évite toute confusion avec la famille Meus d'Argenteuil. Oui, donc c'est une autre famille parce qu'il y a une famille Meus qui est très riche en Belgique aussi, qui sont des nobles. Et d'ailleurs, le président de la STIB, le plus haut placé de la STIB, est un membre de la famille Meus et il touche 300 000 € par an. Mais il me semble que je l'ai déjà dit plus tôt dans cette vidéo. Bref, je vais m'arrêter là. C'était pour vous raconter l'histoire du début de sa boîte. Mais donc, plus loin, il nous explique que cet homme-là était contre le fait d'avoir plusieurs mandats dans une seule boîte. Il était contre le fait de travailler en politique en même temps que d'avoir une entreprise. Bref, il avait certains principes qu'on ne retrouve pas bizarrement chez les francs-maçons. Donc ça, c'est un point que l'auteur ne soulève pas. Et je lui en veux pas, je peux comprendre, il n'a peut-être pas envie de rentrer dans ces questions-là. Mais le gars militait carrément contre ce fait-là. Ah oui, il est dit carrément, Gewart n'a jamais exercé aucun mandat politique ni aucun mandat dans d'autres entreprises, même si on lui en offrit souvent. Il vivait pour son entreprise photographique et pour la cause flamande. Il était contre le cumul des mandats d'administrateur. Il déclara lui-même à ce propos, le titre d'administrateur implique aussi des obligations, à commencer par celle de consacrer ses efforts et son énergie à la bonne gestion de l'entreprise concernée. Donc, il est complètement à contre-courant des autres familles de bourgeois et de nobles qui sont administrateurs dans 40 entreprises différentes, qui dirigent des holdings autre part, qui sont administrateurs banquiers en même temps, enfin bref. Donc c'était assez drôle de noter la différence de psychologie dans la démarche des deux flamands catholiques du livre, en opposition avec tous les autres francs-maçons libéraux. L'auteur nous explique un scandale impliquant le holding Continental Foods, qui est un holding qui détient entre autres la société Devos Lemons, la marque de sauce. Et il nous apprend que ce scandale est carrément lié d'une certaine manière avec la loge P2, la loge du Vatican. Parce que, en fait, l'homme qui avait été retrouvé mort à Londres, Roberto Calvi, dans des circonstances mystérieuses, était un escroc, mais il était administrateur de la banque KB, la banque dans laquelle la société Continental Foods plaçait ses fonds. Donc on voit vraiment que la mafia belge, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est la mafia, ces gens-là, étaient reliés à la mafia italienne. Et que les ramifications sont internationales. Par la suite, l'auteur nous parle de la Première Guerre mondiale et nous explique que les Belges, les industriels belges et les grands notables avaient toujours coopéré. Sous le prétexte que oui, mais si on ne l'avait pas fait, ça aurait été pire pour le peuple. Et alors, il nous explique l'histoire d'un certain Barbançon, d'un certain Carton de Houillard, donc le mec s'appelait Carton, c'est assez drôle, hein, et que le gars dressait des plans pour étendre le territoire belge à la rive gauche du Rhin. Donc on voit que les gars collaborent, et puis quand
quand l'ennemi perd, ils veulent l'envahir et prendre la moitié de leur pays, parce que la rive gauche du Rhin, c'est quand même presque la moitié de l'Allemagne. D'ailleurs, dans cette liste de gens qui étaient impliqués dans cette histoire-là, figurait le nom de Pierre Nothomb, secrétaire privé de Henri Carton de Houillard. Et qui est ce Pierre Nothomb ? Eh ben, c'est un membre de la famille de la grande autrice belge Amélie Nothomb. Et oui. Et d'ailleurs, quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser à une interview d'elle que j'ai vue dernièrement, où elle nous expliquait que sa grand-mère était complètement timbrée, lui faisait manger son vomi, tuait et mutilait des chats. Il me semble qu'il y a un moment dans l'interview, elle parle d'inceste, qui est assez répandu chez les nobles, sans vouloir sombrer dans le complotisme de bas étage, mais c'est quelque chose qui est très répandu chez les nobles. Quand on entend la dame Rothschild, je ne sais plus son prénom, qui dit que l'inceste, c'est chouette, c'est à la télé, c'est pas quelque chose de rare chez eux, mais même si on a du mal à pouvoir concevoir ça, c'est quelque chose d'assez fréquent chez eux. Donc bref, voilà pour l'histoire avec la Première Guerre. Bon, il y a plein d'autres passages où il explique comment est-ce qu'ils ont collaboré avec l'Allemagne, les industriels de la sidérurgie, etc., qui faisaient tourner leurs usines à plein régime pour des armes belges. D'ailleurs, il y en a qui ont eu des conflits après avec la justice belge pour collaboration, mais il me semble qu'ils ont réussi à s'en sortir.